Dans les temps futurs, on n'aura plus besoin de chevaux. Tout le monde aura des chariots motorisés appelés automobiles. Ouais. Eh ben si tout le monde a une de ces autos, je sais pas quoi, il ne doit plus y avoir personne qui marche. Bien sûr, on court pour se distraire, pour le plaisir. Courir pour le plaisir, ils ont de sacrées façons de rigoler. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Et ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Salut à toi, Barbu, pour qui Djihad est juste une bonne chanson de dad. Salut à toi, qui fait bouger des culs sur les rythmes lascifs d'un shuffle in-si. Et bien sûr, salut à toi, Sam, expert botaniste pour Bricomarché. Alors déjà, tu confonds la botanique et l'entomologie, mais c'est pas grave. Expert bestiole pour un super U. Bon. Ça va. Bah, Jihad aussi, magnifique chanson de Slayer, attention. Ah oui, exact. Ouais. Et d'Enrico Macias, mais il n'a pas encore sorti. Jihad Joe. Et Sam, donc du coup, explique-nous à quel point les gendarmes sont utiles, mais seulement dans le jardin. Vas-y. Dis-moi. Je sais pas parler des gendarmes en plus. C'est vrai? Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle finalement des cafards d'extérieur? Très utile, les gendarmes mangeurs de pucerons. Ouais. Voilà. Pourquoi ils s'enculent toute la journée dès qu'il fait beau? Eh ben oui. Il a raison, ça. C'est une espèce africaine, hein. C'est regarder quand même des bases, quoi. Très bien. En tout cas, perso, bah, mon fils, dès qu'il envoie, il s'amuse à les écraser et j'ai beaucoup de mal à lui dire non, tu vois. Je dis, bon, mais ton fils n'est pas un peu con, ça se passe comment? N'écrase pas les insectes, enfin. Et il n'y a pas longtemps, il m'a fait le coup, tu sais, sur le bout de son doigt, il y avait une coccinelle. Il me dit, ah papa, regarde une coccinelle et tout, ah c'est mignon, laisse ça s'envoler et tout. Elle s'envole, elle se pose par terre, il écrase. Je dis, mais oh. Ah ouais. Bon, après, s'il écrase tout ce qui est rouge, ça me convient pour l'instant. C'est bon, les deux personnages sont positionnés, on s'est présenté. Sam, quel triste été, il faut le dire. Joey Jordison, le mec de Metal Church dont on se fout un peu. Jacob Desvarieux de Cassave, Dusty Hill, Charlie Watts, et Eric Wagner et tant d'autres cet été a vu beaucoup de musiciens et Charlie Watts décédé. Il faut prendre précise. Oui, je crois que tu avais quelque chose à dire sur Charlie Watts. Ah bah, très bon entrepreneur. Ah, toujours très bien sapé. Ouais. Et le mec d'Iron Butterfly aussi, hein, je crois. Oui, exact. Il y a le clavériste, je crois, d'Iron Butterfly. Et puis bon, si c'est pas lui, c'est un autre. Et Bebel, hein, bien sûr. Et Bebel récemment. Avec nécrologique. Hein. C'est vrai. C'est terrible. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Donc voilà, au départ, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, parler de ce dont on va parler, parce que c'est encore un peu secret, même si c'est dans le titre. Au début, on devait parler d'un des rares vrais bons groupes suédois de l'histoire. Putain, mais comment tu peux t'arrêter? Non, je lâcherai jamais avec la suite. Et puis évidemment, on a changé nos plans pour coller à l'actualité et célébrer le nouvel album d'Iron Maiden, Sashimi. Alors, lourd comme une boulette de riz. Est-ce que comme dans les restaurants chinois ou japonais, là, à chaque fois que tu l'écoutes, tu fais un poinçon sur la carte et puis à la fin, t'as un menu offert ou un truc dans le genre, quoi. Ah, franchement, le mec qui enchaîne 10 écoutes, ouais, il a le droit d'avoir un menu B avec des brochettes gratos, quoi. Tu l'as écouté, le Maiden? J'ai écouté un titre. Bon. Est-ce que c'est pas le moment? On n'aura pas deux fois l'occasion? Non, j'ai pas écouté, j'ai écouté tout l'album en fond, là, durant une soirée, je trouvais ça un peu daubesque. Ouais. Est-ce qu'on n'aura pas deux fois l'occasion dans notre vie de dire que cet album, finalement, il est ni bon ni mauvais? Mais moi, je suis pas très bien passé pour parler de Maiden, c'est que je n'ai jamais vraiment écouté Maiden, j'ai pas écouté derrière les albums, je suis pas du tout dans Maiden. Après, j'ai vu que ceux qui aiment Maiden aiment bien l'album, donc écoute. Oui, bah, moi j'ai tout lu. J'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai tout entendu sur Maiden. Et surtout, c'est ce qui m'a régalé, petit acte personnel, c'est que l'album de Maiden est album du mois chez Rockard. Avec un 7,5 sur 10 et une chronique qui dit bon, il est pas ouf, mais c'est mon album du mois.
Et honnêtement, je l'ai beaucoup dit avant, pas depuis Confettis, mais avant je disais souvent les journalistes métal, que ce soit Rockard ou n'importe quel site internet, c'est des mecs qui sont vendus à la solde des majors, c'est Nuclear Blast, Iron Maiden qui dit que le contenu éditorial et tout. Maintenant que je suis pote avec pas mal de gens qui bossent dans le milieu, je me rends compte que c'est pas ça du tout en fait. Nuclear Blast, ils sont fans de Maiden, mec. C'est ça, Nuclear Blast et Iron Maiden, ils ont pas besoin de payer qui que ce soit en fait. Ils sont fans. Les mecs sont fans. Et à partir du moment où il y a un truc qui sort, ils sont au taquet. Bah ouais. Tu as le dernier Rockard là ? Ouais, je l'ai, ouais. Apparemment, je suis dedans, je l'ai pas encore lu. Ah oui, en fait, il y a un endroit qui s'appelle Metal News ou News of the World, comme ça, avec la typo du monde, le monde du métal, je crois. Et t'es en photo pour dire enfin les concerts reviennent. D'accord. T'es en photo dedans, et la page d'après, il y a donc le seul live report du numéro, puisqu'il n'y a pas eu d'autres lives publiés. C'est le live report par Stéphane Ozio, je crois, de votre concert au photo. Et donc tu es de nouveau en photo avec ton groupe et une chronique très enthousiaste de quelqu'un qui a beaucoup apprécié le concert. Écoute, très je précis. l'achèterai. Voilà, donc c'est non, il y a encore de petites pages pour toi, quoi. Pas mal. pas mal. Non, franchement, respect. Alors. Bon, Samir, on va arrêter les conneries 2 secondes. Ouais, c'est comme ça. Et on va parler d'un groupe cher à mon cœur et à mon avis cher à ton cœur aussi. Pas qu'à ton cas, oui. J'ai pas trop de doute, ouais. Un nom qui... Je pense que... Attends, juste avant que tu finisses, je pense que ça va être le plus vieil album en vinyle que j'ai. Je crois que c'est le premier que j'ai eu. Il me semble avec le ACDC. Non, j'ai le... Eliminator. Fandango. Ah, Fandango, ouais. C'était plus égal. Et je pense que c'est le premier que j'ai eu en vinyle avec ACDC. Et tout a commencé de là. Voilà. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que c'est en même temps c'est un. Degelo. Pardon, c'est Degelo. Ah. Voilà. Ah. Nous y reviendrons. Degelo. Bon. ZZ Top, faut dire un truc, c'est que le nom du groupe fait constamment rire mon fils quand je lui dis qu'on va écouter ZZ Top. Et rien que pour ça, voilà, je lui fais une dédicace. Bon, je sais, mon Samir, que tu as un rapport assez étroit avec le Southern Rock. Toi qui as les paroles de Freebird tatouées dans le cou. Mais raconte-nous quand même un petit peu ton rapport à ZZ Top. Tu as commencé à parler de Degelo, mais... comme de toute façon, c'est les musiques que tu entends quand t'es gamin. Les musiques que tu peux soit entendre passer à la radio, soit que ton daron a en cassette quelque part dans la bagnole, quoi, tu vois. Donc, entre le trajet Paris-Clermont, tu sais, tu peux l'écouter plusieurs fois. Mais non, ZZ Top, ça a toujours été l'un des premiers trucs que j'ai eu écouter. Je crois que c'est Gimme Your Lovin' ou un truc dans le genre. Il y a même des Degelo. Je les ai vus plusieurs fois en concert. Donc une fois avec Lynyrd Skynyrd. Voilà. À chaque fois c'est super, mais à chaque fois on en reviendra plus tard. Il y a eu un petit souci à chaque fois dans le concert. Souci qui s'appelle Frank Beard, mais bon ça. On pourrait commencer pour ça parce qu'on va parler de ZZ Top parce que Dusty il est décédé, donc on s'attendait tous à ce que ce soit Frank Beard qui meurt. Frank Beard. Non, parce que juste avant son décès, il faut savoir que les ZZ Top avaient refait un concert la semaine d'avant. Le week-end d'avant où il n'y avait pas Dusty, il était déjà malade, il avait remplacé déjà de base. Donc il avait dit je me sens pas bien, je vais faire des examens. Mais non, mais je veux dire quand. Mais on va dire le plus fragile du groupe en effet c'était Frank Beard. C'est ça, on était tous les deux au Hellfest 2019 du coup où ZZ Top a joué et 2018 non 2019 c'est bien ça. Et franchement quand on mettait le concert même de loin, on s'est dit il va claquer sur scène quoi. Il avait du mal à relever sa colonne vertébrale quand on était à ce niveau de. Voilà, mais bon a priori. Une preuve encore que l'héroïne ça c'est les premiers trucs que t'apprends aussi à la guitare, ZZ Top. T'apprends la grange dès que t'as une gratte quoi. Parce que ZZ Top c'est typiquement des riffs qui paraissent simples, que tu peux jouer simplement. C'est un peu comme ACDC. Tu peux les jouer facilement, mais pour vraiment les faire sonner c'est autre chose. Mais en tout cas ça peut s'apprendre facilement. Donc mon rapport à ZZ Top, puisque tu poses la question, c'est un peu la même chose. C'est, je me souviens de compilations, tu sais, le hard rock que t'achètes sur autoroute, quoi. Tu vois les meilleures chansons de hard rock. Et je me souviens que dedans, t'avais toujours Black Belly de Black Oak Arkansas. De Ram Jam. De Ram Jam, pardon. T'avais Ram Jam. Je vais y arriver, putain. T'avais du Ram Jam, t'avais Black Belly, putain, voilà, c'est ça. Et t'avais toujours Midnight Oil, tu sais, Beds Are Burning et compagnie, et t'avais toujours un ZZ Top. Encore un matin de Jack Goldman, et puis c'est parti, quoi. C'est un peu ça. Et puis hop, et t'avais ta compil, ta mixtape avant le mixtape. Donc clairement, que ce soit Legs, Gimme All Your Lovin' ou même La Grange, c'est des morceaux que j'ai écoutés très très tôt.
Et puis après, avec l'arrivée d'Internet, tu sais, tu cherches un peu, tu fouilles, et puis voilà. Alors moi, j'ai vu ZZ Top 2 fois en concert, et 2 fois, je me suis chié dessus. Pas comme à Black Sabbath, c'est-à-dire littéralement. Non, c'est littéralement. La première fois, ma meuf de l'époque, qui aujourd'hui est ma femme, mais à l'époque c'était vraiment ma meuf parce que c'est depuis très peu de temps, c'était en 2008 justement, en 2009, elle fêtait son diplôme avec des potes pas très loin du Zénith et j'avais une accrède. Et du coup je suis resté à boire des coups avec eux et je suis allé vite fait écouter les rappels pour choper la grange, tu vois, du mur. Ouais. Et donc c'était blindé, et donc je suis resté dans le couloir du Zénith et j'ai vu ça de loin, donc c'était absolument naze, alors que j'avais une accréditation et tout quoi. Et après, la deuxième fois, c'était là récemment au Hellfest, où après avoir passé la journée à me chister avec ce bon Maxwell, je suis resté au VIP à les regarder sur l'écran. Donc tu les as jamais vraiment vus dans de bonnes conditions. Donc je ne les ai jamais vraiment vus. Je m'étais dit que j'irais les voir à Nanterre la prochaine fois qu'ils passeront, parce que maintenant c'est là-bas que ça se passe. Et en fait, le style, il a pas pu attendre quoi. Donc j'ai un peu le seum, voilà. Mais ouais. Évidemment, comme tout homme qui se respecte, je blâmerai ma femme pour ce problème. Voilà. Parlons un peu de style maintenant. Poussière colline. La colline poussiéreuse. Dusty est né dans les quartiers chauds de Dallas en 49. Sa famille vient de Memphis et sa mère, serveuse, a côtoyé un temps Elvis avant qu'il soit connu. Il venait boire son café dans le diner où elle bossait. Et donc ses disques passaient beaucoup à la maison. Elle avait récupéré le 45 tours qu'il avait laissé au diner. Donc Dusty est devenu très très fan d'Elvis Presley, en plus du blues noir, à tel point qu'il a aujourd'hui une collection hyper cotée, hyper impressionnante de mémorabilia d'Elvis, et qui racontait qu'en tournée, il avait dans sa loge, c'était toujours blindé de trucs qu'il récupérait, qu'on lui filait. Voilà, donc c'est un gros zinzin d'Elvis. Voilà. Ses premiers concerts, ça a été très tôt, il avait à peine 8 ans, parce qu'en fait, il a un frère qui est plus grand et qui est guitariste, donc Rocky Hill, et donc il est passé à la basse pour accompagner son frère, quoi. Et à fur et à mesure de faire des groupes, alors il a joué notamment dans un groupe qui s'appelle Lady Wild and the Warlocks, qui est devenu les Warlocks après. Lady Wild était une anglaise, et en fait à l'époque les Texans ils chopaient toujours un ou une anglaise pour mettre dans leur groupe, parce que ça faisait cool, tu vois, après le British Blues Boom, tu remplissais plus les salles avec un anglais ou une anglaise. Donc ils avaient pris une chanteuse anglaise et hop. Tu remplis toujours avec une anglaise. Ouais. On embrasse Lady Di, qui a bien rempli le pont de l'Alma. Le tunnel de l'Alma, pardon. Bon. Et donc il a aussi joué dans des faux zombies avec Frank Bird d'ailleurs, qui était dans les Warlocks aussi, d'ailleurs c'est là où ils se sont rencontrés. Il y avait un manager qui avait créé les zombies, mais avec des ricains, et qui se faisait passer pour les zombies anglais, et ils ont tourné un temps comme ça, comme un gros fake groupe. Ça se faisait un peu à l'époque, il y a des exemples comme ça. Et lors de ces différentes tournées, ils ont joué avec un groupe qui s'appelle The Moving Sidewalks, un groupe qui était vraiment coté, qui avait donc ouvert pour Jimi Hendrix, etc. Et qui était connu pour avoir un guitariste, un petit dieu de la Stratocaster, Billy Gibbons. Donc Bill Gibbon. T'es sûr qu'il jouait sur Strato? Il était pas déjà sur Gibson? Hendrix, il a offert une Strat, donc il a joué sur Strat. Ok. La Strat blanche qu'il avait. Et donc voilà, et lorsque leurs groupes respectifs périclitent, ils fondent d'abord un groupe, un quintet, avant de resserrer à 3, parce qu'il y avait un clavieriste là, et puis de devenir ZZ Top. ZZ Top, dont le nom qui s'appelait ZZ King. Hein, et voilà, il y a eu donc ZZ Hill, qui était le nom du bluesman qu'ils aimaient bien, donc ils se sont dit on va mélanger ZZ Hill et B.B. King, donc ça faisait ZZ King, et comme ZZ King ça faisait un peu craignos, ils se sont dit le King c'est le top, donc ZZ Top. Voilà. Ouais. Et très tôt, il rencontre un manager, Bill Ham, qui devient leur Peter Grant littéralement, et qui est le quatrième homme du groupe, et qui est constamment en train de les pousser pour le pire et pour le meilleur, parce qu'il a quand même fait les conneries, mais qui les a quand même menés au top. Faut dire ce qu'il est. Voilà. Je pense quand même que c'était un peu des branleurs, et qu'ils ont bien eu de la chance de tomber sur Bill Ham quand même. Donc voilà, donc on va parler de ZZ Top et de tous leurs albums. Je pense qu'on va les faire plus ou moins un par un, mais des fois on fera des packages, parce qu'il y a des albums qui se ressemblent un peu. Oui. Donc voilà. ZZ Top, dès leur premier album, signe chez London Records, donc le label des Rolling Stones. Alors eux disent que parce qu'ils intéressaient personne au Texas et qu'il n'y avait pas de label locaux qui les signait. Mais du coup, London Records, c'était une major. Donc ils commencent sur major direct. ZZ Top First Album en plus. Hein. Et donc sort ZZ Top First Album et Rio Grande Mud à un an d'écart. Je pense qu'on peut presque rassembler les deux ensemble, puisque c'est des albums qui se ressemblent quand même dans la façon dont ils sont construits. Donc 71 et 72, parce qu'au début ZZ Top c'est vraiment un album par an, littéralement. Et voilà, deux albums chouettos. Utilisons le mot chouettos
pour parler de cet album. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que les deux tiennent sur un gros single. Et puis ça met un peu les bases du groupe, quoi, qui est un peu ce côté Texas Blues, quoi, le Tex Blues, quoi. On est sur du Tex Blues, clair, avec un côté vraiment mexicain, la stuff mexicaine. Ouais, il y a ce côté vraiment poussiéreux mexicain, Texas Blues, mélangé vraiment avec du blues plus classique. Et puis ce côté un peu ce guitar tone sudiste, voilà que pouvait avoir aussi Stevie Ray. Stevie Ray Vaughan. Mais voilà, il a déjà ce truc, tu vois. On peut les comparer aussi à Point Blank, tu vois, de l'époque, qui est déjà aussi. On peut complètement. En même année, d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est carrément. Non, un poil plus tard. Non, Point Blank, le premier album de sortie en 73, je pense. 2 ans après, je dis. D'accord, un peu plus tard, ouais. Mais qui était déjà un peu plus agressif, en plus, pour dire Point Blank. Mais qui était produit par Terry Manning aussi, celui qui va produire par la suite. Donc non, Point Blank, c'était les cousins. Cet album, il met les bases, même s'il n'y a pas vraiment, on va dire, de tube absolu, quoi. Enfin, il y a Going Down to Mexico qui est cool, quoi. Pour moi, il y a un morceau phare sur chaque album qui a chauffé le premier, c'est Somebody Else Shaking Your Tree sur First Album, et le single Francine qui a été un premier petit hit sur Rio Grande Mud, qui est pas un grand morceau parce que c'est un rip-off des Rolling Stones, donc c'est pas un morceau qui est excellent, mais en tout cas qui les a fait connaître. Par contre, Somebody Else is Shaking Your Tree, je la trouve vraiment cool. Puis c'est rare quand même les morceaux qui parlent de récolte de fruits en haute saison, donc je trouve ça vraiment cool. Mais par contre, sur Rio Grande Mud, il y a un morceau de ouf qui a été repris après plein de fois, c'est Just Got Paid. Et Just Got Paid, c'est quand tu écoutes ce c'est rien que le début de la rate, Orange Goblin l'a repris. Donc tu vois la version d'Orange Goblin et vraiment tu sens que le morceau était fait pour être envoyé comme ça, quoi. Et Just Got Paid qui était toujours un classique à jouer, qui joue en live, quoi. Tu vois, après qui est resté, moi que j'adorais entendre en live, quoi. Mortel ce morceau. Oui, ça rampe, il est rampant, tu sens vraiment les guitar tones. Et la particularité de Gibbons, c'est qu'il allait jamais dans les aigus, il restait toujours dans les médiums, même ses solos. Et Just Got Paid, pour moi, il est sur cet album-là, mais il est super titre, quoi. Oui, non, super. Et pareil, si on rentre un petit peu plus dans le détail, sur le premier album, donc le first album, il se termine par Backdoor Love Affair, un super morceau, mais surtout dont la version live sur Fandango, qui sert un peu de medley d'ailleurs avec des titres blues, est vraiment ouf, quoi. Donc c'est un morceau qui est passé à la postérité comme ça. Alors, mais par contre, ce que tu peux remarquer entre le premier et ce deuxième album, c'est alors le premier il est habillé, il met les bases du groupe. Alors déjà il commence à avoir de la barbe, mais ils en avaient pas vraiment à la gueule. Non, là on est sur de la barbiche de 2-3 jours, quoi. Et on voit ces magnifiques yeux bleus d'ailleurs à notre ami Billy, qui était non, de Billy était assez beau gosse, hein, au départ il y a des photos de lui, attention, avec ses petites lunettes de prof de maths, et c'est au deuxième album qu'il y a ce côté où on se laisse pousser la barbe, on va commencer à se mettre des sapes, là les cowboys Cowboy Retour dans le futur 3, quoi. Et ça va commencer à parler de caisse, hein, Chevrolet, barbecue, tu vois, ça pose vraiment les bases Texas, tu vois, les bases texanes du groupe, quoi. C'est de toute façon, un peu beauf, sans vraiment l'être, mais tu sais, c'est vraiment c'est un peu le American Dream, si tu veux. Ouais, on est exactement. On est sur et en fait, ils vont représenter ce qui est toujours ZZ Top maintenant, les States. Tu sais, ce côté les sud des États-Unis, quoi. Ouais, ce qu'ils ont toujours plus ou moins représenté. D'ailleurs, quand tu les voyais en tournée. Ouais. Le sud safe, pas redneck, tu vois. Le sud, le sud éduqué, quoi. Mais côté, c'est quand même côté grosse bagnole, tu vois, hot rod, et puis barbecue, whisky and mama, dans le brownie, tu vois, on est sur du... Et il commence à mettre vraiment il s'établit en tant que le trio ricain que tu vas trouver dans une vieille grange quand tu passes dans le fin fond de l'Arkansas, quoi, ou du Texas, où tu veux. Alors c'est des endroits qu'ils ont bien saigné, d'ailleurs. Complètement. Alors, ZZ Top, c'est 14 albums. 14 albums sur lesquels tu vas avoir en gros 4 thèmes. Tu vas avoir les gonzesses et les bagnoles, souvent ensemble, tu vois. La bière et le barbecue. Concrètement, tu fais le tour avec ça. Et puis l'argent un peu, qu'ils ont Just Got Paid. Voilà. Partant dans un groupe qui faisait du blues, le blues il y est, hein, mais c'est vraiment du Texas blues, quoi, Texas rock, mais après. Et le blues, bizarrement, il revient au 3e album. Il revient au 3e album avec Jesus Just Left Chicago. Avec Tress Embrace, du coup, oui, là il y a Tress Embrace, là c'est la base. Là, bon, donc là, 73, le 3e album. On oublie un truc, c'est que y a un morceau qui est pas sur les 2 premiers, qui est tout au début. Je pense que je sais pas s'il le faisait avec, tu sais, cette première mouture de ZZ Top, dis-moi le nom, de Billy.
quoi Le premier nom. Moving Sidewalks. Ouais, il y a le morceau Joe Blues. Est-ce que Joe Blues c'est un morceau de ZZ ou de Moving Sidewalks? Je pense que ça, je crois. C'est un putain de blues, hein. Bah, oui, je le kiffe ce morceau. C'est un morceau des Moving Sidewalks. Voilà, ok. Parce que là, on était vraiment dans le blues, quoi. Tu vois, un peu poussiéreux et tout. Et c'est ce truc qu'ils ont un peu lâché après. Et là, ils reviennent avec dans Tress Embrace. Oui. Et alors, donc, Tress Embrace, donc, il y a la grande différence, c'est l'arrivée de Terry Manning à la production. Terry Manning qui est de Memphis, hein, donc il enregistre à Memphis. Et ils prennent Terry Manning parce qu'il a produit, enregistré le Led Zeppelin 3. Il vient de le faire, et donc ils sont à bloc derrière Led Zeppelin. Je pense que c'est pas, comme tous les groupes de cette époque, le son de Led Zeppelin va les pousser à faire quelque chose de plus rude. Et donc ils veulent vraiment bosser avec l'ingénieur du son qui a bossé avec Led Zeppelin et qui est juste à côté, qui est à Memphis, quoi. Donc Terry Manning, qui est très connu parce qu'il a fait beaucoup de trucs derrière. Moi, c'est un mec, j'adore son son, qui a fait Point Blank, il a fait les premiers Moya Chet, il a fait toute la carrière de Shakira, et autant te dire que moi je kiffe. Donc non, il y a... Tu ressens bien l'influence ZZ Top dans Shakira. Ah bah, dans le sens, pour faire groover les culs, tu vois, ZZ Top, Shakira, on est là. Donc il va faire, Terry Manning, il va faire pas mal d'albums jusqu'à Recycler avec eux. Donc vraiment toute leur période la plus commerciale, la plus connue en tout cas, avec Terry Manning. Et j'adore le son qu'il fait, bref. Et sur cet album, il va vraiment façonner, peut-être pas le son ZZ Top, cette façon de mettre un blues très blanc, très rock, très southern comme tu dis, avec j'ai pas dit sans âme, attention. Moi, j'ai pas non, southern. Southern. Southern, excuse-moi, j'ai mal compris. J'ai compris sans âme. Non, attends, mais frère, j'ai un tatouage ZZ Top. Et donc ouais, tu parlais de Jay-Z, Just Left Chicago et Waiting for the Bus, qui sont les deux morceaux d'intro qui sont les deux plus blues, qui sont plus blues et qui s'enchaînent. C'est presque un seul morceau, il y a un changement de riff, mais tu vois, ça s'enchaîne. Ils jouent carrément de l'harmonica en plus dessus. Qui sont incroyables. Enfin, c'est incroyable. Ça fait partie des meilleurs morceaux de musique que tu puisses écouter, quoi. Ça rampe et tout, c'est marrant. Mais les trois premiers, même Beer Drinker et Eraser, c'est aussi. Après t'as Beer Drinker, mais là on est plus sur du hard rock. Ouais, mais on va dire que Tress Embrace, c'est l'album de ZZ Top, quoi. C'est là où t'as enchaînement les trois titres. En plus après, donc sur ça, tout à la Grange. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Ouais, bah évidemment la Grange. Donc Beer Drinker and Hellraiser, qui a une spécificité par rapport au reste, et on va le retrouver plus tard, c'est que c'est chanté par Dusty, justement. Dès qu'on a une voix un peu plus hard de base, c'est moins blues, tu vois, comme ça. Mais bizarrement, Dusty, je pense qu'il y a presque plus de technique vocale que Billy Gibbons. Billy Gibbons, tu l'entends sur certains morceaux, hein, quand même, qu'il a Billy plus Gibbons, il se cache derrière. Il se cache derrière des Rangan Blues. C'est ça, voilà. Il se cache derrière une voix cassée. Alors que Dusty, ça chantait. Alors que Dusty, ça chante. Il y a des toniques vocales, enfin ça chante. Et non, moi j'aime beaucoup le mélange. Il y a énormément, par la suite, il va y avoir énormément de vocaux qui vont faire à deux, enfin d'harmonie vocale. Et pour moi, et c'est pour ça que je suis curieux, puisque spoiler, ZZ Top continue sans Dusty, puisqu'ils en avaient parlé et que Dusty souhaitait que ça continue. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est son ingé son basse, de son technicien basse qui va prendre la place. Et je suis curieux de voir comment ils vont remplacer. Est-ce qu'ils vont faire sauter ces morceaux? Qui est-ce qui va pouvoir chanter les morceaux de Dusty, quoi? C'est pas pareil. Ouais. Ça voilà. Et donc La Grange, évidemment, La Grange qui est leur premier énorme tube. Enfin là, ça les rend assez instantanément très très célèbres. Donc évidemment, tout le monde sait que je crois que La Grange parle d'une maison close assez connue dans le coin, parce qu'il y a même eu un film dédié à cette maison close, et évidemment un truc sur son nom. Mais les gens savent peut-être moins comment elle a été enregistrée, puisque le riff plaisait beaucoup aux musiciens, et c'est un riff qui est très simple, donc c'est pas simple de trouver une ligne vocale dessus. Mais c'est un riff modifié de Johnny Hooker, surtout. Et oui, évidemment, c'est le boom 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 de Johnny Hooker en modifié. Et Billy Gibbons n'arrivait pas à passer sa ligne vocale. C'était jamais satisfaisant. Terry Manning cassait les couilles, il nous disait ça marche pas. Et il a décidé de se foutre torse-poil et d'aller courir en plein décembre autour du studio pour choper la crève. Il est rentré, tu vois, avec la voix pétée, complètement enrouée. Et il a dit, là, je pense que je tiens un truc. Et puis il a chanté, du coup, d'une traite, il a passé ses une bonne pneumonie. Voilà. Donc cette chanson aurait dû s'appeler Pneumonia plutôt que La Grange. Et voilà comment, ce qui fait que La Grange a un chant très très rocailleux, c'est parce qu'il est allé se péter la voix dehors en courant en slope. Voilà. Cet album marque un petit tournant dans tout ce qui est Southern Rock, en fait, parce que faut savoir qu'à l'époque, ce qui domine, c'est les Allman Brothers. Et Allman Brothers, c'est un côté très sérieux chez les Allman.
ça part presque sur le jazz, ça a toujours. C'est ça. Il y a ils ont une troupe qui les suit, ça a toujours été, c'est une institution, la Allman Brothers. À côté, on a Lynyrd Skynyrd, qui dès 73 font des morceaux déjà plus sérieux, tu sais, des trucs un peu plus sombres, un peu plus tristes. Faut pas se baser que sur Sweet Home Alabama. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment très profondes. Et ça a été plus ou moins après sur le reste de leur carrière, des trucs un peu plus sombres. Et ils étaient tous partis, tous ces groupes sudistes. Je sais pas, peut-être qu'ils voulaient s'acheter une crédibilité ou je ne sais pas. Ils avaient ce côté très sérieux. Et ils sont éloignés du truc de la voilà. Et ZZ Top marche avec cet album-là qui est quand même. Il rajoute un gros côté groovy funky, mon cul sur la table, et un côté totalement, pas second degré, mais un côté on se marre quoi. Un côté un peu bison, tu sais, bison en plastique de bar où tu fais du rodéo, c'est un peu, tu écoutes la grange, t'as envie de boire des bières et de taper des culs quoi. Enfin, on va pas se mentir. Non, mais c'est un groupe pour s'enjailler. Ça a toujours été ça. Ça a relancé ce truc là. C'est pour ça qu'ils sont devenus, ZZ Top est devenu aussi. Ils ont foutu quand même le Sud qui s'amuse. Et avant, en effet, tous ces groupes southern qui sortaient, et même The Outlaws ou Blackfoot, t'avais un côté quand même beaucoup plus sérieux. Ouais, et puis finalement qui mélangeait leurs influences sudistes avec d'autres trucs qui les faisaient moins, qui donnaient moins instantanément l'impression d'être le sud des États-Unis, de l'incarner. Ouais, là c'est la marade, quoi. C'est vraiment la marade quoi. Ouais. Et puis on en parlera plus tard, mais je sais pas si tu connais le Worldwide Texas Tour, mais ils ont littéralement imposé la culture. Cette tournée où ils font où la scène est en forme de Texas. Peut-être on en parle après. Avec les blizzards et tout. Enfin, bref. Et donc, avec les blizzards et tout. Là, ils commencent à être connus et donc ils sortent assez à la va-vite Fandango, qui du coup est un album mi-live, mi-studio, parce qu'ils n'avaient pas la matière pour faire un album studio. Donc il y a une face live avec pas mal de reprises, dont Jailhouse Rock. Et puis donc la version de Bad Girl of Affair dont je parlais, qui est avec dedans t'as un mix avec des morceaux de Willie Dixon et Johnny Hooker, je crois peut-être. Tout à fait. Et qui est considéré comme un des plus grands lives de tous les temps, alors qu'il est du coup assez court, mais c'est vrai qu'il est mortel. Enfin, c'est une vraie représentation de ce qu'était ZZ Top sur scène. C'était comme une machine live. C'est-à-dire 70, 80, mi-90, c'était une machine live. Ce concert en Allemagne là aussi qui est pas souvent. est absolument incroyable. Là, du coup, et un peu plus tard, au moment de Deguedo, ils font 4 dates en Europe, la première fois où ils tournent. Mais il y a ce côté aussi, voilà, sur scène, ce côté, tu sais, tous ces petits mouvements de guitare, la chorégraphie, tout est chorégraphié. Il y a ce côté, tu sais, tu files au public, c'est pas clownesque, j'allais dire, mais vraiment, tu vas, c'est un spectacle, le truc. Oui, quoi. Mais ça arrive quand même un poil plus tard. À chaque fois, mais au début, sur les tournées, il y avait quand même des Mexicaines qui faisaient des faritas derrière eux. Ça pendant il y avait quand même des qui ça, faisaient la musique mexicaine derrière quoi. Là, non, ils ça sont... c'est après. Le War Texas, il y a un bar. Non mais là pour l'instant, ils sont juste en chapeau de cow-boy et habit de cow-boy et il y a pas le moyen. On précisera aussi que Beer Drinkers et le Razor a été reprise par Motorhead sur le hippie Motorhead en 77. Et donc sur Fandango, faut qu'on parle quand même de Tush. La chanson de Tush qui est quand même une très rare chanson. T'es passé sur Fandango, j'ai pas vu. Non mais ouais, je suis sur Fandango, le live Fandango. Et donc sur Tush, c'est quand même une très rare chanson qui, avec un mot qui techniquement ne veut pas dire la même chose en français et en anglais, au final se retrouve quand même, parce que Tush c'est l'entrejambe. C'est pas très loin, c'est le fion. Hein, oui. Voilà, Looking for some Tush, on n'est pas très loin. Donc encore chanté par Dusty Hill, une chanson un peu hard rock, une des meilleures du groupe. En plus, qui chante extrêmement bien. Ouais, une des meilleures du groupe, elle est mortelle cette chanson. D'ailleurs, on va dire que ça va leur coller à la peau, parce que même sur les dernières albums qui sont sortis, la plupart des chansons qui étaient vraiment assez cool, c'est la même structure que Tush la plupart du temps. Ouais, on est dans du rip-off assez souvent, mais c'est une chanson hyper dynamique avec un riff, tu sais, qui te rentre dans le crâne, hyper en boucle, pareil, des paroles simples et I'm going downtown, I'm looking for some Tush, boum, tu y es. Et voilà, non, franchement mortel. Et donc là, encore une fois, on est sur 4 albums, 4 ans, et ils enchaînent sur celui que moi j'oublie tout le temps, mais je pense que je suis pas le seul. Très race. Très le Texas, quoi. Le Texas. Je sais pas, il faudrait appeler Manuel Valls pour la prononciation, je pense qu'il parle espagnol extrêmement bien. Et bougez pas, allô Manu. Et donc, moi c'est un album, je trouve, très mineur et un de ceux que j'aime le moins. Ouais, tout à fait, voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc alors pour moi, on sent aussi que c'est un groupe qui est essoré, quoi.
et du coup qui a rien à dire, qui devrait plutôt se reposer et prendre le temps de composer. Puis on a une balade, je crois, déjà dessus. Hein. Et t'as A Sleep in the Desert, qui est probablement une de leurs pires chansons, une balade vraiment moche. C'est-à-dire que les balades de Zizi, ça a jamais été vraiment. Moi j'en défends une, mais ouais, seulement. Je vois laquelle, mais non. Mais non, oui, c'est non dans l'idée. Et voilà, il y a El Diablo qui est pas mal, c'est un peu dans la sombritude, mais franchement c'est un album complètement oubliable. D'autant plus que là, je pense que l'idée de ce titre, c'est de dire aux gens, il y a des albums que vous connaissez pas en dehors des titres les plus connus de ZZ Top, il y a d'autres choses à écouter, vraiment pas très rares. Et bizarrement, celui qui est après, c'est une machine à tuer. Et surtout, alors avant ça, c'est qu'après très rare, c'est l'album du Worldwide Texas Tour. Donc c'est à ce moment-là qu'il part. Donc le Worldwide Texas Tour, c'est une idée de Bill Ham qui donc jusque-là disait au groupe, vous faites pas d'interview télé, les gens qui veulent voir vos gueules, faut qu'ils viennent en concert. Donc ils étaient jamais à la télé, jamais nulle part. C'est par exemple, ça leur a posé un problème en début de carrière parce qu'ils avaient joué au Memphis Blues Festival, qui est un festival intégralement réservé aux Noirs. Et quand ils sont pointés, le gars dit, attendez, qui êtes-vous? Bah c'est nous, c'est ZZ Top. Et comment ça, c'est ZZ Top? Vous êtes pas noirs? Non, personne ne savait. Donc du coup, bon, sorte de gros soucis, ils ont dû jouer en dernier pour éviter les émeutes. Mais bon, ça s'est bien passé, parce que c'est des noirs au fond des... Ça fait des séances d'UV, bon. C'est ça, vous avez une demi-heure pour bronzer. Et donc à ce moment-là, il lance le Worldwide Texas Tour, donc l'idée c'est de promouvoir le Texas et le soft power, comme fait le Qatar avec le PSG, mais avec le Texas, partout en Amérique. Donc ils louent des immenses salles, bien plus grandes que ce qu'ils sont capables d'absorber en termes de public, et ils partent avec le Texas en entier. Comme tu dis, il y a les nanas qui font des faritas. La scène est en forme de Texas. Et la scène est en forme de Texas. Et il y a des bisons. Il y a un ranch des bisons. Il y a un ranch, il y a des busards, il y a plein de jeux, de trucs. Enfin, tu vois, c'est vraiment un bar. D'ailleurs, ils se sont fait un peu laminer en Europe parce que les associations un peu d'animaux qui étaient déjà pas à l'époque en place, trop déjà, mais tu vois. Pas comme maintenant, tu vois, pas assez agressif parce que tu fais ça maintenant, c'est impossible. Tu vois, la moitié des animaux mourraient chaque soir. On va dire poliment que c'est une autre époque. Voilà, il y a un truc aussi, c'est qu'ils jouent extrêmement fort en live. Il jouait pas, je pense qu'il tuait les animaux avec le volume. Et Frank Bird raconte... En fait, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était il voulait reproduire tu sais, ce cirque du Wild Wild West merde, comment il s'appelle, le chasseur de bisons de l'époque. Moi. Ouais, j'ai sur enfin, Mathieu. Ouais, toi aussi. Ouais. Merde, le Wildcat Blues, Wildcat Circus là. C'était. Teddy Crockett. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas moi. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Mais moi je mange pas de viande, donc j'y vais jamais. Et donc ils voulaient reproduire, tu sais, ces espèces d'énormes cirques qu'il y avait au début du siècle dernier, fin du siècle même, qui était venu en Europe, qui avait fait toute l'Europe, avec tous les animaux, les Indiens, le côté la course poursuite de la diligence, toutes ces conneries là, quoi. C'était un espèce de cinéma. Je crois qu'il y avait fort à l'amour, quoi. Faire fort à l'amour au concert, quoi. C'est ça l'idée. Mais apparemment c'était juste incroyable, les concerts étaient dingues. C'était j'ai vu un témoignage de Billy Bob Thornton qui disait qu'il avait fait genre masse de ces concerts là et qui était comme un ouf. Et comme tu dis, c'est des trucs qui sont impossibles à refaire, ça. Clairement. Et Frank Bird qui racontait du coup qu'il avait un busard derrière sa batterie. Donc un busard, c'est une espèce d'énorme vautour. Et il dit pas du tout, mais bon, c'est pas grave, continue. Non, mais excuse-moi, le botaniste de Bricomarché. Ce que je veux dire, c'est qu'un busard, c'est une grosse bête charognarde à plume, quoi. Voilà. Ouais. Une sorte de vautour. Et il disait, dès que j'arrêtais de jouer, il jouait un morceau lent, il sentait ses ailes qui se déployaient, il se disait, le mec est en train de canner, je vais aller le becter. Donc il était obligé d'accélérer pour éviter de se faire bouffer. Et le busard, dernièrement, lors d'un documentaire tourné en 2012-2013, était encore en vie. Lui, pour le coup, il avait 50 ans. Donc, t'imagines, c'est comme si Amadou et Maria me ramenaient le Mali pour jouer en France. Bon, ça s'appelle Montreuil. Mais tu pouvais, tu vois... Le dimanche à Croix-de-Chavaux, c'est le jour de mariage. Mais bon, apparemment, c'est une très très grosse tournée, très très épique, quoi. L'Amérique, quoi. L'Amérique Eddie Mitchell, quoi. Tu vois, c'est le problème, quoi. Alors, littéralement, c'était la dernière séance, quoi. Mais ouais, donc, et ça a vraiment promu le Texas. Hein. Après, il y a des chapeaux de cowboy un peu partout. Il y a vraiment un côté
Voilà, mais c'est une tournée que j'aurais bien aimé faire. Je pense que si je peux retourner dans le temps faire des concerts, ça évidemment, celle-là, ça devait sentir le fauve là-dedans, mon pote. Des bisons sur scène, quand même. Enfin, je sais pas si t'imagines. Quand tu vois la taille des cornes, j'ai vu les images. Quand tu vois la taille des cornes, tu te dis mais. Et surtout que ça jouait plein de burnes, quoi. Okay. Ça devait rendre fou tout le monde. Les mecs qui étaient à la logistique là-dedans, ils ont dû pas dormir. Non mais impossible. Bon alors donc évidemment ils sont rentrés de cette tournée exténués, tu t'en doutes. Et du coup, fallait s'y attendre, Frank Bird il tombe dans l'héroïne. Comme il le dit lui-même, j'ai touché $76 000 pour cette tournée, j'ai mis $76 000 dans l'héroïne. Et du coup, il est camé à la race et il dit aux musiciens, et franchement ça c'est pas rien, il leur dit écoutez, j'ai besoin de faire une cure, j'ai besoin de décrocher, laissez-moi 3 mois, attendez-moi. Et les 2 autres disent ok. Et les 3 mois deviennent 3 ans. Pendant 3 ans, alors qu'ils sont en complet développement et qu'ils viennent d'investir dans une énorme tournée, il ne se passe plus rien. À tel point que Dusty Hill, alors Billy Gibbons lui part voyager en Europe et en Inde notamment, et Dusty Hill lui, tu sais ce qu'il fait ? Il se fait embaucher comme agent de sécurité à l'aéroport de Houston. Et il dit pas pour l'argent, mais parce que je voulais voir du monde. Il fait 3 ans agent de sécu. Et si ça c'est pas un move de patron, et du coup ils attendent le retour de Frank Bird, et ils sont tellement discrets sur le sujet que pendant extrêmement longtemps en interview, et c'est encore présent sur le Wikipédia français, ils disent qu'ils se sont absentés 3 ans pour apprendre le saxophone. Pour ne pas dévoiler ce qui s'est passé. Oui, parce que l'héros c'était pas voilà. L'héros c'est pas la coque. Et surtout c'est pas l'image de ZZ Top. Non, non. Donc mine de rien, moi j'ai immense respect d'avoir attendu 3 ans parce qu'il suffit. Tu vois qu'il y a bien une chanson, de Brown Sugar sur le premier album. Oui, c'est clair. Mais Frank Bird, t'aurais pu le remplacer par Charlie Watts par exemple, ça aurait pas dénoté. Et donc bon bref, et donc ils reviennent avec Des Gueuleux. Avec Des Gueuleux. Qui est une machine à tube. Qui est mon album préféré j'ai la pochette de Tatoué sur le bras. J'ai les paroles de Chips and Glasses de Tatoué parce que et où ils jouent tous du saxophone. Et ils jouent du saxophone. Ils jouent tous du saxophone. Parce qu'il est au baryton, Billy, l'autre il est au ténor et l'autre il a l'alto, Frank Bird. C'est quand même incroyable qu'ils jouent tous du saxo, quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a du troll. Moi je pense que c'est un autre mec, mais bon. Je pense que c'est une blague. Mais en tout cas, oui, il y a du saxophone dessus. Et surtout, c'est à partir de cet album-là que là il y a les grosses bardes. Selon la légende, tu crois ou tu crois pas, mais Frank Bird n'importe quoi, Gibbons et Dusty Hill disent qu'ils sont rentrés tous les deux de ces 3 ans d'exil avec une énorme barbe, et ils se sont dit trop cool, on a eu la même idée, viens on la garde. Et moi je pense que c'est beaucoup plus pensé que ça. Oui, je pense qu'il y a eu un vrai travail sur l'image qui a été fait à partir de ce moment-là et que en effet ça a été plus pensé. Mais du coup à partir de ce moment-là, on a les très longues barbes, on a les guitares assorties, on a les mouvements, tu vois, faire tourner la guitare ensemble. Les tenues de scène absolument incroyables. Les tenues de scène, Tim Delvis en fait, c'est un peu ça l'idée, assez flashy, assez folle. Et Des Gueuleux est un putain d'album de dingue. Tu prends la reprise de Thank You, tu prends I'm Bad, I'm Nationwide, Chips and Glasses, Dust My Broom, Chips and Glasses. C'est un enchaînement de tubes, c'est 10 sur 10 quoi. Moi je sais pas quoi te dire de plus. Je suis d'accord. C'est un album. Et ça réexplose, parce que ça fait un gros bid avant l'album précédent, et puis là, ça repart. Ouais, ça repart à fond. C'est là où ils viennent en Europe d'ailleurs. Ils font les 4 dates dont je te parle. Donc 2 dates en Angleterre, une date à Paris au pavillon Baltard, et une date à Essen, donc voilà, au Rockplast, et qui est filmé. Donc le concert est disponible sur YouTube et il est littéralement incroyable. Un des meilleurs concerts jamais. Voilà. Bah oui, il est mortel. Donc voilà, d'ailleurs, checkez-le. C'est sur YouTube. Avec une qualité visuelle qui vaut ce qu'il vaut, c'est le grain de l'image de l'époque, mais bref, il est mortel, c'est le feu. Et bon, là je pourrais vous dire que c'est enclenché et que tout va bien. Faut pas oublier qu'il y a El Loco au milieu. El Loco qui est... Alors c'est pas très race non plus. Rien que la pochette, mais voilà. El Loco. C'est-à-dire qu'El Loco, si les musiciens se demandent pourquoi il a pas marché, je vais vous le dire rapidement. Vous vous rappelez vous connaissez tous la pochette des Soft Spades de Motorhead, où t'as les 3 mecs habillés en cuir dans le sable, dans le désert entre guillemets, parce qu'ils sont dans une carrière de sable. Bon bah là, t'as toujours les 3 mecs, sauf qu'ils ont une pose de mongolo, habillés avec des tenues, des bleus de travail de réparateurs automobiles. Avec le faux cowboy Lucky Luke derrière. Et voilà, et va savoir pourquoi, déjà qu'ils ont l'air niais au possible. Derrière, t'as un Lucky Luke accroupi qui fait pampan. Et ça a dû être pris à la mer de sable, tu veux, c'est bien leur monobile. Clairement, c'est les sables d'Olonne. Ouais. Et non, cette pochette, elle est claquée à un niveau. On va pas dire que... l'album aussi, il pète pas les... Non, on va pas dire que ZZ Top, ils ont les meilleures pochettes du monde, c'est ça faux. Mais celle-là, elle est particulièrement indigne.
Voilà, et donc du coup ça a je pense aidé à ce que l'album ne soit pas connu. Pourtant il y a des trucs cool, hein. Moi j'adore Pearl of Necklace qui joue encore, Tube Snake. Ouais, mais après ça commence à rajouter des trucs. Alors ils essayent, hein, ils essaient aussi de sortir de leur zone de confort Texas Blues, mais ce qui va un peu après amener Afterburner. Hein. C'est début de son, tu sais, les débuts de son un peu chimique, de synthé, on va dire de synthé. Oui. Il dira que Biggie Buns que c'est Divo qui l'a influencé parce qu'il avait vu Divo en live. Divo était Alex, c'est un autre groupe. Ouais. Et donc t'as ce côté synthé qui commence à arriver. Et puis après, bon, ce sera, tu sais, même la batterie hein, sera. Après, Frank Bird, après, il joue pas beaucoup. Hein. Après, Frank Bird, il est assisté par Pro Tools. Ouais, c'est. Mais bon, voilà. Donc El Loco qui quand même mérite c'est un album choupi chouettos, quoi. Voilà, pour être. Ouais. Et donc là, il y a une balade qui s'appelle Layla. Que moi j'aime bien, que ma femme qualifie de pire chanson de l'histoire. À chaque fois que je la mets, elle exige que je la chante. Mais moi je l'aime bien. Voilà. Et ça nous amène, c'est 81, ça nous amène à 1983. Par contre, l'une des pochettes les plus connues. Et voilà, une pochette là pour le coup iconique. Je dirais pas qu'elle est belle, mais elle est iconique. Voilà. Avec donc ce Ford Coupé de 1933, je crois. Rouge. Genre qui reconnaît la calandre. Non, mais moi il y a un peu de rouille d'ailleurs, je dirais. Non, mais je vais te renseigner. Et donc Eliminator. C'est la 33 Ford Coupé, Customized 33 Ford Coupé. C'est ça, tu vois, 33. Voilà. Et donc, il y a vraiment la voiture de Gibbons d'ailleurs. Qui a une collection de bagnoles. Importante, Dexter et compagnie. Et cet album surcartonne. Quand je dis surcartonne, enfin des chiffres, on parle de 20 millions d'albums vendus, hein. Notamment parce que c'est le tout début d'MTV. MTV arrive en 81, avec la montée en puissance. Et là, il donne sur les clips. Et là, les clips qui sont d'une niaiserie absolue, hein, rétrospectivement, mais t'as tout ce qu'il faut pour qu'un ado soit en transe. C'est du kitsch total. C'est-à-dire que rien que sur Legs, les guitares en moumoute, les guitares en fourrure là, qu'il a sur Legs, non, mais c'est absolument improbable. C'est improbable. Les mecs qui claquent des doigts, qui apparaissent, qui disparaissent, qui accompagnent les petits culs de meufs qui passent avec des petits mouvements. Le Gimme Your Lovin', Got Me Under Pressure, le Sharp Dressman, c'est. Là déjà, t'as cité entre Gimme Your Lovin', Sharp Dressman, Legs et. Enfin, déjà, t'es sûr. Et Got Me Under Pressure, t'es sur 4 tubes absolus sur le même album. Alors au niveau prod, par contre, on oublie maintenant, c'est plus. Alors, le côté officiel, c'est Billy Gibbons, style Frank Beard. En fait, il y a beaucoup plus de musiciens sur cet album-là. Oui. Il y a t'as de la production d'arrangement, t'as des drum machines, t'as du synthé, de l'électronique. Et là, c'est par contre, on est dans le gros truc, quoi. Tu vois, on est plus sur ZZ Top, le power trio de rock. Non, et puis on est sur le son absolu des années 80. C'est-à-dire, je pense que c'est 80. Dans 100 ans, quand les archéologues chercheront ce qu'étaient les années 80, ils déterreront. Et masterisé par Bob Ludwig. Ouais. Bob Ludwig Beethoven. Et donc là, ils passent dans une autre dimension. Là, ils sont partout. Là, ils sont partout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font que des stades. C'est une sorte de folie. Et donc, ils enchaînent avec Afterburner derrière. Hein. Afterburner, par rapport à Eliminator, c'est un peu le même, la même différence qu'entre Fast Furious 5 et Fast Furious 9. C'est-à-dire que dans le 9, ils envoient une voiture dans l'espace. Bah là, c'est pareil. Là, la pochette, c'est une voiture dans l'espace. La différence avec cet album, surtout avec Eliminator, excuse-moi, avant d'Afterburner, c'est qu'il passe d'un public de rockers, près de motards, de hard rockers, de trucs, à un public de jeunes. C'est que les teenagers se mettent à écouter ZZ Top. Et de gonzesses. Les jeunes, les gonzesses, les jeunes, tout le monde se met à écouter ZZ Top. Ouais. Mais c'est un nouveau public total qu'ils ont réussi à choper. Voilà. C'est ça. Et oui, il l'a dit. Et oui. Et voilà, donc Afterburner, bah, c'est la même chose en moins bien. Hein. C'est... Alors, moi, j'allais te dire Afterburner, c'est peut-être c'est celui que je préfère avoir parce que c'est celui qui sonne vraiment industriel, quoi. C'est du synthé rock, quoi. Ouais, mais la différence avec Eliminator, la différence avec Eliminator est pas dinguissime non plus. Non plus, mais Roughboy, bon, ok. Roughboy, ça pique un peu. On est d'accord. Mais ça sonne, mon gars, mais ça sonne chimique, quoi. Tout est. C'est du bonbon Haribo, c'est sûr. Hein. Ça te nique les dents. Hein. Mais bon, il y a encore des morceaux cool. Mais là, tu sens vraiment l'influence là, on est en plein 80, c'est quoi, 85, c'est 85, voilà. Et on est au tournant des années 80. Là, on est dans Madonna, Michael Jackson, Prince, quoi, tu vois. C'est ça. Et ZZ Top. Donc là, ils surcartonnent. Ils sont partout, tout le temps. Et tu sens que
que c'est quand même pas leur élément. C'est-à-dire qu'ils sortent de ma cœur joie, on va pas cracher dans la soupe. Ça devient kitschouille. Mais je pense que là ils sont blindés de fric. Ils ont fait tous les trips qu'ils voulaient faire, jouer dans des grandes salles, avoir tel ou tel prod de fou, du feu sur scène et compagnie. Et derrière, ils se disent, comme on peut tout se permettre, on va revenir à ce qui nous fait vraiment triper. Et donc Recycler, qui est le dernier album pour Warner Bros, qu'on n'a pas parlé du fait que pour Eliminator, ils ont signé sur Warner Bros pour 4 albums, qui font donc Eliminator, Afterburner, Recycler et un Greatest Hit qui aura son importance. Et donc c'est cette période Warner Bros où ils s'en mettent plein les fouilles. Et Recycler qui sort en 90, il y a un petit côté tournant de la rigueur. C'est-à-dire que c'est un album qui repart, tout en ayant quand même un son toujours un peu gros, un peu machin. Ouais. Il repart vers les fondamentaux blues. Il commence d'ailleurs par un morceau qui s'appelle 10,000 Blues, donc Blues en 2000, qui est assez cool. T'as vraiment le côté boogie woogie et le côté vraiment plus classique comme tu dis, parce que tu l'as aussi quand ils font Double Back qui est après utilisé sur Retour vers le futur 3. Ouais, c'est le moment pour la promo de Retour vers le futur 3. C'est le côté vraiment, on revient aussi aux bases un peu, même plus au-delà du blues. Tu vois vraiment les trucs texans, un peu des trucs qui Billy Redneck, quoi. J'ai envie de te dire. On est vraiment dans. Mais il y a une chanson qui s'appelle My Head's in Mississippi, quoi. Tu vois, je pense que c'est pas mon sida est dans le Mississippi. Alors moi je conseille à personne de s'inoculer du Mississippi parce que je pense que clairement tu peux choper des trucs. Et donc voilà, un album que je trouve vachement bien. Concrete and Steel, t'as plein de morceaux assez cool. Donc voilà, c'est aussi la période où, petite anecdote, les rasoirs Gillette leur proposent $1 million pour se raser en direct. Tout à fait, qui refuse en prédisant que si on reste de barbe, on sera trop moche. Bon, après, tu sais, je pense que c'est vrai. Quand tu sais que leur barbe a été assurée. Leur quoi ? Leur barbe a été assurée à plus de. Leur barbe a été assurée à plus d'$1 million. T'es assuré à, je crois, à 30 ou 20 ou 30 millions de dollars. Ils craignaient quelqu'un monte sur scène pour leur couper ou tu vois. Dans ces cas-là, t'as la matmute qui fait un chèque. Non mais t'imagines, tu te fumes un tarpé, t'as la barbe qui prend feu, t'as la dracon après quoi, tu vois, c'est. C'est marrant parce que c'est que ça sur la drogue ou sur les groupies, ZZ Top a toujours été très discret. J'ai rien trouvé là-dessus. Je pense qu'ils laissaient pas leur part aux chiens, mais c'est pas des trucs sur lesquels ils ont communiqué, tu vois. Déjà, et parce que je pense qu'ils avaient. Tu sais, ils ont quand même un côté. Enfin. Et à part la pub qu'il a fait pour la Twingo plus tard, quand il était à Paris, il a dit je suis venu en Twingo. J'avais oublié ça. Il a quand même Dusty, Frank Beard et lui ont quand même un côté, je suis désolé, très pas aristo, mais ils ont quand même un côté grands hôtels, grands restos, grandes bouteilles de vin. On n'est pas sur du prolo qui est en Formule 1. Enfin, je veux dire, c'est pas eux qui vont rester après en backstage, en train de bouffer le vieux catering, quoi. Non, pas de ça chez eux. non. Ouais. Non, ça, il y a quand même du standing, tu vois. Là, oui. Il y a quand même un. Ah oui, ça descend à l'hôtel Monceau et ça fait pas de buggy bag. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas trop de frasques dans. Peut-être qu'après il y a eu un viol de bison sur la tournée après, mais enfin avant, tu vois. C'est pas possible, c'est pas impossible qu'ils aient bangué un bison, mais c'est pas sorti quoi. D'ailleurs, gros manque, il y a pas de biographie de ZZ Top et ça serait bien qu'il y en ait un. Ça serait bien que quelqu'un se ça viendra. Ouais. Mais c'est quand même un groupe qui a quand même contrôlé un peu toute sa carrière. Oui, où il n'y a pas grand chose qu'on est ressorti. Oui, c'est un groupe très très en contrôle. Ils ont même essayé d'effacer toutes les images qu'il y avait avant de eux sans barbe et lunettes, quoi. Que tu peux trouver quand même en fouillant un petit peu. En fouillant d'ailleurs. Ne serait-ce qu'en regardant les Moving Sidewalks, tu vois la gueule de prof de maths. La gueule qu'il avait. Ouais, bah après, bon, c'est sûr que 40 ans. Donc voilà, cet album-là, Recycler, oui, qu'il faut pas oublier, qui était pas mal. Il y a un côté vraiment, je pense que je sais pas si c'est un hommage à Hank Williams aussi, des trucs un peu plus country. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté country. Et donc au niveau des volumes de vente, voilà, je disais, il s'est vendu 10 millions sur le moment et 20 millions en tout d'Eliminator. L'album d'après, tu peux diviser déjà presque par 2, et sur Recycler, on est sur un dixième de ça. La chute est vertigineuse, mais ils le savaient. Ils le savaient qu'ils n'arriveraient pas 2 fois à faire le casse. Et donc derrière ça, ils auront leur contrat, ils finissent leur contrat en bon terme avec Warner. Je pense que les deux côtés sont d'accord. Avec donc le Greatest Hit, sur lequel tu vas trouver un morceau inédit qui est Viva Las Vegas, qui pour moi représente exactement la fin de cycle. C'est-à-dire que là, le clip est complètement débile. Ils sont à Las Vegas, tu peux jouer à des machines à sous avec leur gueule dessus. Le fake Elvis qui est tout le long qui chante, je me demande si c'est pas Val Kilmer. Il ressemble trop à Val Kilmer, j'ai pas trouvé l'info, mais je crois que c'est lui. C'est peut-être Val Kilmer. Et c'est complètement débile. On se rappelle tous de quand il passait, je sais pas, début 90.
Et pour moi, ça finit bien de genre, ouais, on a bien fait les crétins, on descend le boulevard, tu vois, de Vegas dans une décapotable avec toutes les pépés du coin, maintenant foutez-nous la tête. Et donc derrière, il signe chez RCA, qui est donc un label très établi, très blues à la base, même s'ils sont diversifiés, pour un contrat de $35 millions quand même, donc on va pas dire qu'ils sont allés chez les clés non plus. Mais là, ils bénéficient d'une liberté absolue. C'est-à-dire ils sont leurs propres producteurs. Personne ne les fait chier sur ce qu'ils font, sur le rythme à laquelle ils font leurs albums. Et ils rentrent dans leur seconde partie de carrière qui est la moins connue du grand public. Et quand je dis ça, moi je me suis penché sur ZZ Top très sérieusement l'année dernière pour un article. J'ai découvert ces albums à ce moment-là. Je les connaissais pas en dehors de la Futura. Antenna, bon moi je l'ai Antenna, mais en effet après Antenna il y a Rhythm Queen. Alors celui-là oui en effet, et les 3X, la Triple X qui sont. Alors par contre tu vois on est pile entre Rhythm et Triple X, donc 96 et 99 entre les deux. En plein milieu en 97 ils se sont quand même choisis pour jouer au Super Bowl. Oui, alors là il y a le Super Bowl 97, pareil une vidéo qui est pas simple à trouver parce qu'elle est pas sur YouTube mais elle est sur les Blues Brothers, avec les Blues Brothers et avec James Brown. James Brown. Alors je te dis pas la montagne de coke qui te fait voir. Alors bon, il y avait pas mais pour te dire que pour jouer au Super Bowl, faut bon, à part Creed. Non mais déjà, c'est pas n'importe qui joue au Super Bowl, mais surtout, dès que tu regardes les classements des plus grands halftime du Super Bowl, ZZ Top est toujours dans le top avec Prince. C'est-à-dire que c'est un des concerts les plus marquants. Il est fou, c'est-à-dire que la scénographie est dingue. Et ouais, non, c'est une dinguerie. Bon, en effet, James Brown, il est full cocaïne, ça, voilà. Mais Dan Aykroyd un peu aussi. Voilà. Mais ils étaient tous. Voilà. Mais non, c'est une folie. Ce Super Bowl est complètement dingue. Mais en effet, t'as raison, c'est vraiment la seconde partie de vie de ZZ Top, là, qui est vraiment plus sur du on va se la couler douce, plus ou moins, où ils ont plus rien à prouver après. Mais on peut tout faire et personne nous emmerde. Ça va rester un peu après grosse période blanche pendant 10-15 ans, 20 ans même, jusqu'à la Futura, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, les albums, que ce soit. Parce que Mescalero en 2003, on s'en bat les couilles aussi, hein, je suis désolé. Mais ouais, clairement. Moi, c'est des albums dans lesquels je trouve qu'il y a des trucs super cool, et notamment, il y a un petit côté hip-hop, il y a pas mal de trucs un peu. Que ce soit sur Rhythm Queen, Triple X, en gros, et Mescalero, tu vas trouver des beats un peu hip-hop. Il y a un morceau d'ailleurs beatbox avec un break, avec un rappeur et tout. Donc tu as un côté vraiment ouvert sur la culture, sur la modernité, enfin tout ça, mais en restant très ZZ Top. C'est là où ils reviennent après sur Mescalero, ils reviennent au côté Texas mexicain, qu'ils avaient oublié déjà. Avec un titre chanté en espagnol d'ailleurs, Mescalero s'ouvre dessus. Après voilà, c'est grosse prod, on est vraiment sur du groupe Las Vegas quoi. Après tu vois, c'est. Oui, puis on est et puis merci, on prend le cacheton. On est sur un groupe sans surprise, qui va en tout cas dérouler, ça va dérouler du riff, et avec une grosse prod qui cache les faiblesses, qui cache une voix un peu pétée, voilà. Mais franchement, il n'y en a pas un seul qui est dégueulasse dans ces albums, pas un seul. Ils sont tous très cool. Voilà, maintenant tu les écoutes en dernier quoi. Enfin voilà, et peut-être tu commences par Antenna, parce que Fuxbox Voodoo ou Girl with T-shirt sont assez ouf. Donc voilà. Et c'est aussi des périodes où tu vas voir genre She's Just Killing Me de Rhythm Queen qui est sur la BO d'une nuit en enfer. Ils vont tout le temps caler des petits morceaux dans des séries. Ah bah oui, évidemment. Ils vont remplir le frigidaire comme ça, quoi, le frigidaire de Corona. et puis entre 2003 et 2012, pendant 9 ans, ils ne sortent pas d'album studio. À ce moment-là, on pense que c'est fini. Alors, il y a énormément de lives. T'as des lives qui sortent. Ça tourne. Voilà, c'est à ce moment-là que je les ai vus, moi, avec Nerd Skinner, je les ai vus. Alors ça tourne en live, ils jouent partout, ils vont en Europe tout le temps, et ils sortent des lives après chaque tournée, quoi, en gros. Et puis en 2012 arrive la Futura. On n'attendait pas vraiment ça. La Futura qui... Alors moi j'en avais rien à branler, en fait. Quand ils ressortent la Futura, après ils font tout le truc sur le fait que ce soit produit par Rick Rubin. Alors là forcément tu dis Rick Rubin, ZZ Top, je vais quand même écouter. Parce que quand même c'est... le son déjà est ouf, le son des grattes, les voix rocailleuses et tout, et ça commence quand même par les deux morceaux, God Saget Paid et Chartreuse, excuse-moi. Et ça c'est ouf quoi. Enfin, ça marche, je suis désolé mais ça marche. Chartreuse, quoi, ça veut exactement, ça image carrément ce que tu disais sur le côté aristocrate texan quoi. Ah bah oui. C'est complètement ça. Tu sens qu'il y a un verre à glace, qu'il y a un seau à glace. Eh oui.
Alors Rick Rubin, pour rappel, et Flying Eye aussi qui est dessus, et Flying Eye aussi qui est dessus, qui a un petit clin d'œil à Blackfoot. Donc tu vois, il ne faut pas oublier non plus d'où ils viennent. Rick Rubin, je pense que tout le monde connaît, notamment parce qu'il a alterné avec Def Jam entre en gros Slayer et du hip-hop. Et par la suite, dans les années 2010, il s'est fait connaître pour être un peu celui qui va pousser dans ses retranchements les vieilles stars que plus personne ne peut produire. Ça a commencé avec les American Recording je vais avoir un vieux trou. American Recording de Johnny Cash, merci. Je vais avoir un vieux trou, c'est pas un film de la Chicholina, ça. Attends, parce qu'il faut que je te parle d'un truc tout petit aparté. J'ai vu passer un mème, il y a une porn star qui a un tatouage Ozzy Osbourne qui semblerait s'appeler Katrina Rose, je crois, entre ça, ou Karina Rose. Et je n'arrive pas à trouver de vidéo d'elle avec son tatouage. Du coup, je suis très frustré. Pour toi, Mathieu. Donc, si quelqu'un peut m'envoyer en MP, et pas depuis son travail pour éviter que ce soit viré, une vidéo, je ne cherche pas de la qualité ou de la performance, je sais juste à témoigner que cette femme, a priori délicieuse, puisqu'elle a un superbe tatouage, a un tatouage du Prince of Darkness à l'intérieur du bras, tu sais, là, dans le bah tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était autour du, tu vois, la touche. Non, c'est pour ça que y a pas une vidéo où juste elle se maquille, ça suffit, tu vois, c'est vraiment sur le bras. Ouais, je vais t'envoyer ça, c'est maquillable, tu ne me rendras pas les produits beauté qu'elle utilise, mais je t'enverrai ça. Très bien, je l'ai pas trouvé, alors je suis pas très bon là-dedans. Bref, Rick Rubin, donc, avec Johnny Cash, fait un carton, les American Recording, je crois qu'on a 7 peut-être, il y en a énormément, et ça marche très bien sur le côté un peu crépusculaire, on va dire le mot qu'on va le plus utiliser pour les American Recording, je pense, c'est crépusculaire. Exactement. Et après, donc, il va y avoir Metallica, il va y avoir Slayer de nouveau, il va y avoir j'en oublie, mais pas mal comme ça, et ZZ Top. Et en effet, La Futura est un album assez génial dans son genre, c'est-à-dire c'est un album de vieux. Oui. Je vais pas te le vendre. Mais avec une production de ouf. Avec un son de cochon. Et à God Save Place, ce qui est assez génial, c'est que c'est une reprise de hip-hop. C'est-à-dire que c'est un morceau d'un rappeur texan qui a le meilleur nom de rap possible, qui s'appelle Lil Keke. qui est mort, je crois, dans un règlement de compte assez jeune et tout, et qui a fait cette chanson que je vous conseille, que je pense que je vais mettre, s'appelle la God Save Pain en hip-hop. Et en fait, ZZ Top a fait une cover de hip-hop à sa façon, et elle est géniale. Elle a finalement pas grand-chose à voir avec l'original, elle est absolument géniale. Puis sur cet album-là, ils essaient quand même de relancer tout le truc. Tu sais, il y a la première de Flying Eye dans l'espace, là, qu'ils n'avaient même pas fini d'ailleurs, qu'ils ont envoyé dans une capsule Soyuz. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et il y avait tout ce côté, comme tu dis, c'est un peu le Phoenix qui revient. Le Phoenix, il a quand même 80 piges, 70 piges à l'époque. Mais je m'attendais pas à ça. J'avoue que, ils sont revenus. Je le classe dans les 5 meilleurs albums de ZZ Top. Écoute. Ah oui, moi je dirais Deguelo, Tres Hombres, et derrière ça joue entre Eliminator et La Futura, quoi. Ouais, c'est la surprise, quoi. Depuis Eliminator, quoi, voilà. Ouais. Ah non, mais complètement. Donc ouais, super album, et un album qui dès le départ, entre le fait qu'il ait mis 9 ans à arriver et le fait que il finit par Have a Little Mercy qui rappelle Have Mercy, il y a un petit côté encore une fois crépusculaire, un côté c'est notre dernier album, c'est un peu comme Firepower de Judas Priest. C'est le dernier. T'as l'impression que c'est le dernier. Alors là a priori peut-être que oui, mais non, ils étaient en studio, je crois, donc je sais pas, mais en tout cas pour moi il a une tête de dernier album, et c'est le genre de carrière, si ça finit là-dessus tu te dis écoute mon Dieu, t'as eu une belle vie, t'as bien bossé. J'ai presque pas envie qu'ils Alors après, en effet, à un moment, c'était heureusement qu'il y a ce dernier album, parce qu'au moment, c'était vraiment resté ce groupe habillant, tu vois, voilà, habillé sur scène avec des fringues, des vestes de cow-boy de pacotille, avec des strass, des guitares sous toutes les formes, avec de la faux, ce que tu veux. Le côté, tu sais, double act, tu sais, avec les pauses. Puis le côté, c'était devenu un peu, voilà, c'était devenu un peu ridicule. Le côté mec de 60 ans qui te chante She's Got Legs. Sur scène, tu vas avec ton père, ou ton grand-père, parce que. Ouais. Et je trouve que sur cet album-là, ils ont réussi à se réinventer. Ils ont reproduit un truc, tu vois, avec chanter Chartreuse. Par contre, la God Save Pain, c'est touch. Et écoute-le, c'est touch, quoi. Ouais, c'est touch avec des paroles de Keke, quoi. C'est Lil Touch. Et voilà, non, mais en effet, c'est un album qui aurait... Alors, pour te dire... Pour en venir à le truc, quand je les ai vus à chaque fois, c'était Frank Bird qui avait un souci. Alors, Frank Bird, à un moment, il a dit qu'il était sourd.
Alors, je sais pas si parce qu'il voulait plus jouer avec Zitop ou s'il a vraiment eu des problèmes de surdité comme ou de. Après, il a dit qu'il avait aussi des problèmes aux bras, aux jambes, des problèmes partout de toute façon. Ou comme le batteur des Doors qui pouvait plus jouer, mais lui c'était vraiment des morts parce qu'il avait pas de l'audition. Mais Frank Beard, à chaque fois que je l'ai vu, Dusty et Billy étaient sur scène, ils pouvaient donner 1h30, même 2 heures quoi, ils pouvaient jouer. Et le live s'arrêtait toujours à 1h10 et à partir de 1h, ils se tournaient toujours à Frank Beard qui leur parlait, qui était un peu, tu le voyais qu'il était un peu gonflé, où il avait un problème, et il voulait arrêter à chaque fois et il lui disait non, continue, et à chaque fois ça s'arrêtait à 1h10, 1h15 de concert. Et il se barrait de scène. Et les mecs qui se barrent, ils voyaient Frank Beard se barrer de scène et puis ils disent merci beaucoup, au revoir. Mais je pense que c'était pas prévu à chaque fois quoi. Ouais, non, mais donc j'ai vu 2 ou 3 fois comme ça où il se barrait de scène quoi. Enfin, franchement, il est assez pathétique à voir en live. Tu vois, Et puis même, il est antipathique, Frank Beard. C'est vraiment, c'est bizarre d'avoir les 2 mecs devant qui sont là avec la banane, interviews, faire des blagues et tout. Et Beard qui tire la tronche en permanence, quoi. Il a des yeux de chat en même temps que ça donne un air méchant. Mais ouais, il fait la gueule tout le temps. Mais voilà, bon bah ZZ Top, une belle carrière. On n'a pas dit aucun changement de personnel. 50 ans, toujours les 3 mêmes mecs. C'est quand même pas rien non plus. Ça coule de source, mais. J'ai pas beaucoup d'autres exemples. Et du coup, bah voilà, et Dusty qui leur dit j'ai mal au bidon, je me repose 5 minutes et puis il claque. Donc, moi, je voulais juste aussi préciser quand même que Billy Gibbons, avec cette voix, tu sais qu'il a fait beaucoup de voix. Enfin, ah oui et il est dans Rockstar de Nickelback. Oui. Ah bah, il a fait un feat. Il a fait un feat avec Queen of Stone Age, donc ça c'est impardonnable. Mais il a fait un feat avec Nickelback, il a toujours défendu Nickelback en disant, il disait que c'était un des meilleurs groupes texans du Canada. Et rien que pour ça, bah, ça nous rappelle ce qu'on a déjà dit 1000 fois, mais il y a encore des gens qui sont durs de la feuille, que Nickelback est un des plus grands groupes de l'histoire. Évidemment, adoubé par Billy quoi. Et nos amis, bisous aussi à nos amis de Well Custom qui ont fait une gratte pour Billy. Ah oui, nice, je savais pas. Tout à fait. Je savais pas. Oui, monsieur français. C'est français, monsieur. Et Billy Gibbons sort un album cette année, je sais pas si il a fait aussi une tournée, Billy, avec excuse-moi, le chanteur de Creedence Water Revival, John Fogerty. Ah oui, ils ont fait Fogerty, plaise Gibbons et Gibbons plaise Fogerty. Mais j'aurais voulu voir ça. Donc, vous pouvez trouver, c'est un album que vous pouvez trouver. Ils sont même passés sur un plateau où ils ont fait un truc tous les deux. Il y a une vidéo qui existe aussi. Mais je veux voir ça. Et tu vois quand même, c'est là que tu vois aussi que quand je dis qu'il savait, quand je dis aristocratique, c'est pas vraiment le mot, mais que Billy, c'est pas le mec qui s'est mis des torpilles. Il boit, tu vois, mais il boit des tequilas à $1000. Tu vois, des trucs comme ça, ça fume des cigares. Et c'est pareil pour Fogerty, c'est pas des mecs qui se sont cramé la vie, tu vois, et qui n'ont pas cramé la vie par la debout. Exactement, c'est les gars. Fogerty, encore à son âge, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les Stones. Tu vois, il est sur Fogerty, c'est le vieux beau gosse, quoi. Enfin, même si maintenant il est très vieux, mais il a toujours cette voix, toujours cette, il est bien quoi sur scène quoi. Et donc le Gibbons Fogerty, je trouve que ça correspond, les deux se sont bien trouvés quoi. Et donc ils ont eu une influence quand même importante dans la scène métal, peut-être pas métal, mais en tout cas on va dire stoner. Stoner Doom. Oui. Et d'ailleurs c'est peut-être le moment de glisser par exemple que notre cher ami Vincent Wood de Dubstone s'est littéralement tatoué le nom ZZ Top sur le cœur. Voilà, et qui est très très fan de ZZ Top, qu'ils ont repris Tush, pardon. Tous les groupes, quand John of Conformity jouait souvent avec son t-shirt, tu montres la ZZ Top fuck off. Tous les groupes de sludge évidemment. C'est-à-dire que vu par une certaine partie de la population, que je ne citerai pas de hardcore ou de notre terme, ZZ Top a toujours cette connotation, tu sais, vieux ricain, beauf, raciste, ce que tu veux quoi, alors que c'est pas connaître ZZ Top quoi. Tu vois, c'est. Et c'est d'ailleurs juste au premier abord. Alors bon, eux ils ont toujours dit qu'ils faisaient pas du Southern Rock. C'est du Texas. Au moins il y a personne qui chie au milieu de leur pitch. Tu sais, il faut que tu arrêtes parce que en fait il y a des gens, je me suis rendu compte, il y a des gens qui nous écoutent. Déjà, je sais pas si tu le savais, il y a des gens qui nous écoutent. Suffisamment nombreux pour que dans le lot il y ait des gens vicieux. Et donc quand on dit de la merde en disant qu'il y a un album ou un groupe qui est absolument détestable, il y a toujours un mec pour lâcher 30 balles pour nous obliger d'en parler. C'est F, je sais pas si tu te souviens, le prochain mini-kiss qu'on est censé faire, qui commence par dont les initiales sont To the gates of hell. Oh putain oui. Donc évite trop de dire que Thirteen c'est de la merde parce qu'il y aura toujours un couillon pour nous lâcher 30 balles pour nous obliger à écouter l'album. Comment reprends son nom du groupe, vas-y. De quoi? Turnstile, t'as dit? T'as dit Turnstile? Turnstile, hein? Turnstile, c'est ça? D'accord.
C'est quoi? Si tu veux. C'est quoi? Je sais pas, Turnstile, 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 oui. Qu'est-ce que je te dis? Mais en plus, c'est de la merde, on crache sur un parce que tout le monde, parce que tout le monde kiffe, parce qu'ils mettent numéro 1 de l'année, mon cul et tout. Putain, mec. J'ai l'impression d'écouter un mix d'Indochine et de Cher avec derrière un peu de hardcore, quoi. Avec un peu de Chromax avec un peu de Chromax vite fait, quoi. Avec un tac ou tac. Non, ton style, c'est du génie absolu. C'est la preuve que Dieu n'existe pas. Je veux dire, moi, entre Turnstile, la sortie de l'album de Turnstile et le retour des talibans en Afghanistan, pour moi, c'est les deux choses. Déjà, c'est sur le même. C'est lié. Ouais, c'est lié, probablement. C'est lié. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y a des photos qui ont circulé qu'au conservatoire de Kaboul, les talibans ont crevé toutes les pots de batterie, défoncé les pianos, etc. Je pense qu'ils ont fait ça de peur que Turnstile vienne enregistrer chez eux. Alors, ils se sont dit, ça n'arrivera pas. On défonce tout, mieux vaut, tu vois, politique doit être brûlée, quoi. Mieux vaut qu'il n'y ait plus rien. Et autant, honnêtement, je suis pas favorable au mood des talibans que je trouve un peu léger sur pas mal de points politiques, hein, quand même, un peu fermé. Mais leur volonté, leur refus absolu à ce que leur population écoute Turnstile, je trouve que c'est important. Et qu'on devrait faire pareil en France. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. Moi, je vais vous laisser avec un conseil conso. dont j'ai déjà parlé rapidement, mais voilà, moi j'ai passé mon été. Bah alors. Vas-y. Vas-y. Les gens sont peut-être un peu déçus de ce titre très sérieux sur ZZ Top, mais on essaie de commencer sérieux parce que c'est au prochain, on lâchera tout, quoi. Parce que le prochain Minutits. Le prochain Minutits. Sur ce qui se passe dans le monde du métal en général. On parlera du Big Cat, de ce que vous voulez, quoi. Mais là, on ne pouvait pas, là. Du Big Four, du Fort français, là. C'est quoi? Ah oui, le gros 4, pardon. Non, mais ça c'est pareil, Il y a des gens qui ont commencé à... d'autres choses de l'actualité, mais là on pouvait pas le faire pour ZZ Top, par respect pour non, mais oui. On peut pas mélanger le gros 4 et ZZ Top, non, c'est pas possible. Là, on verra ça plus tard. Et du coup, moi j'ai passé mon été à écouter de la musique des années 60, notamment Led Zeppelin, et à lire un livre que j'ai dévoré, qui est la biographie de Rob Halford. Donc, j'en avais déjà un peu parlé, notamment. Bah oui, je sais, ouais. T'en as déjà parlé. J'en rejoins tout le monde à acheter ce livre absolument formidable. Sur l'histoire d'un homme qui a envie de casser des culs à tour de bras et qui peut pas, et qui a le slip qui brûle. De ouf. Et non, franchement, il est trop touchant, quoi. Enfin, c'est un vrai cœur d'artichaut et j'ai envie de le prendre dans mes bras et faire un bisou sur le crâne, quoi. Sur le grand chauve. Et non, franchement, c'est ouais. Mais bon, moi je dis avec tout ce que en ce moment, tout le monde est en train de partir, ça c'est la génération de Sty, ça va être la génération Geezer, Tony, je suis désolé de dire ça. Non. Ça, mais mec, ça va tous suivre. Rob Halford, ils sont pas éternels, Mathieu, tu sais. Je sais. Au fond de moi, je sais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Geezer Butler, petit conseil, je pense qu'il n'y a que Jazz qui va le suivre, mais en tout cas c'est ouvert à tout le monde, mais je sais que mon Jazz sûr qui va le faire. Je vous conseille de suivre Gloria Butler sur Instagram, donc la fab de Geezer Butler, parce qu'elle régale, notamment avec un gâteau d'anniversaire en forme de bite récemment. Donc vraiment, ils ont beau avoir 70 ans et être millionnaires, ça reste des Anglais. Voilà, donc je vous conseille de suivre. Attends, quand tu vois les vidéos de confinement de Robert Fripp de Robert Fripp de King Crimson avec sa femme, ils ont l'air de bien plus s'amuser que certains de nos amis. Je le dis tout de suite. Ah oui. Et en tout cas, sa femme, elle flippe pas, Robert. Non, mais ça se maintient, quoi. Et elle a une très jolie cuisine. Je veux dire ciel, parce que ses vidéos sont incroyable, très belle cuisine. Je passe une mobile pas très très sympa. Et avec des tiroirs aussi fermes que sa femme. Non, vraiment, et des guests de qualité. C'est des vidéos, on va dire, lunaires. Si vous n'avez pas vu ça... Non, c'était compliqué le confinement, on a tous pas vécu pareil, franchement. Donc Robert Fripp, une légende. Doublement une légende depuis qu'Internet existe et depuis que YouTube existe. Une grande légende. Voilà. Et oui, mais moi je vous conseillerais, pour ceux qui s'y connaissent pas ZZ Top, il y en a sûr vous connaissez les ZZ Top. Après si vous voulez pas écouter les albums, il y a la super compilation, c'est BBQ, je crois, Greatest Hits. Il y a quoi si je ne m'abuse. La compilation de ZZ Top. Il y en a plusieurs.
Moi j'ai barbecue là, BBQ, c'est Chrome Smoke and BBQ, la compilation plus inédite. Smoke and barbecue, celle-là je vous la conseille, voilà. Ça marche bien. Si vous voulez connaître un peu les différentes périodes de ZZ Top. Ils ont même un best-of qui s'appelle The Very Baddest, avec les morceaux les moins bons. Et je pense qu'il faut finir là-dessus. Ça c'est classe de sortir une compil avec que des merdes. Non, j'ai cliqué, c'est leur meilleur titre. Mais voilà. Dommage. Mais ça serait bon à faire, ça, tu sors un album, c'est que les titres vraiment. C'est que les morceaux qu'on n'a pas voulu mettre sur les albums, c'est trop pourri. The Very Baddest. Ouais. Un peu comme ce qui vient de sortir Turnstile. Après on va dire qu'on s'acharne, moi j'avais pas prévu d'en parler. Non. Bon allez, je te finis avec une question ouverte. Finis-moi. T'es obligé de choisir entre les deux. Qu'est-ce que tu préfères entre faire l'intégralité des dates prévues du Gros 4, t'es obligé d'assister devant la scène à tous les concerts, donc faire Dijon, Maubeuge, Vaux-en-Velin et Toulon, ou est-ce que tu préfères être obligé d'écouter tous les matins en te levant un album de Turnstile en entier? Ouais, c'est bien la deuxième. Écoutez, répondez-nous dans les commentaires. Putain, toute la tournée du Gros 4, mon gars, c'est d'une violence. Ah mais non, mais là... Déjà que j'ai plus de cheveux, alors je dois perdre mes sourcils aussi, c'est bon, je les ai donnés quoi. Non merci. Bon, on finit sur un hommage à Belmondo. Oh bah bien évidemment. Donc si t'arrives à me retrouver, si t'arrives à me faire un mix entre la musique, c'est de la fin du professionnel et ZZ Top, tu mets la grange. Challenge accepted. Qu'est-ce qui se passe ici? Rosen est mort. Njala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment. Je te ramène à Paris? Non. Mais je serais vous, je resterai pas dans la ligne de tir. Monsieur le ministre, c'est une question de seconde. Non, il y a l'aspect criminel de l'affaire, mais il y a aussi son aspect politique. Après les déclarations que Beaumont a fait à la presse... Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais? C'est bien au monsieur Anglais du 6e que j'ai l'honneur de parler. Oui. Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Oh! Vous savez à qui vous parlez? Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier. André, regarde! Il pleut chez moi, monsieur! Il pleut chez vous? Mais c'est exprès. Mais je vais monter, vous corrigez, monsieur! Je vais monter! Mais bien sûr, montez donc. Espèce de lavette. Dégonflé. Pauvre type. Cornichon.